Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Comme tous les jours, on ouvre notre dossier d'actu. Une nouvelle semaine, nouveau dossier consacré aujourd'hui à la santé mentale. Michel Barnier a décidé d'en faire sa grande cause nationale et les chiffres lui donnent raison. En Ile-de-France, 78% des jeunes disent présenter des signes de dépression modérés ou sévères. Ils sont un quart à avoir déjà songé au suicide depuis le début de l'année. Des chiffres alarmants qui font écho au sujet également du bien-être au travail. Comment expliquer cette désillusion des jeunes face au monde de l'entreprise? Le fossé intergénérationnel crée-t-il une souffrance pour les millennials? On y reviendra. Et puis comment concilier travail quotidien et quête de sens? La réponse avec nos invités en plateau dans une minute. En culture, du théâtre avec l'éblouissant portrait d'un animal politique. C'est la vie et la mort de Jacques Chirac, roi des Français. C'est au théâtre du Petit Saint-Martin. Les lundis, les secrets d'Île-de-France avec Brandon Noiret qui nous parle cette semaine du Grand Palais. C'est parti. À peine arrivé à Matignon, Michel Barnier a décidé de faire de la santé mentale sa grande cause nationale. Il l'a annoncé au JT de France 2. C'était le 22 septembre. On l'écoute. Oui, j'ai une cause, M. Delahousse, qui est d'ailleurs presque familiale à l'origine. J'ai une mère qui a, pendant 35 ans, été présidente en Savoie d'une association qui existe au niveau national, qui est l'UNAFAM, l'Union nationale des amis et familles de malades mentaux. Et comme on a fait du sport, et on va continuer avec le ministre, M. Averrousse, à s'occuper du sport et à faire une grande ambition nationale partout décentralisée pour le sport, je voudrais que la santé mentale soit la grande cause nationale en 2025. Ce sujet de la santé mentale, nous allons l'explorer avec nos invités sous le prisme du travail. Benoît Serre, vous êtes vice-président délégué de l'Association nationale des DRH. Merci beaucoup d'être en plateau. Vous êtes accompagné de Yann Massard, fondateur de l'association dite Je suis là. Et en visio avec nous, Dr Christophe Schmitt. Vous êtes psychiatre et président de la Conférence nationale des établissements spécialisés en psychiatrie. Un Premier ministre qui se saisit du sujet. Est-ce qu'il était temps, messieurs ? Qu'un Premier ministre en parle ouvertement, c'est plutôt une bonne chose. On se souvient déjà de Gabriel Attal qui avait fait du harcèlement scolaire une grande cause. Voilà, mais moi je me méfie toujours un peu des grandes causes parce que ça change tout le temps. Mais au moins celle-là, c'était bien de l'avoir dit. Alors, le Premier ministre l'a évoqué sous un angle, que celui de la maladie mentale, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que le bien-être au travail. Mais au moins c'est bien, c'est la preuve en est aujourd'hui, c'est qu'on en fait enfin un sujet dont on parle, parce que c'est un petit peu un sujet un peu... On connaît les chiffres, vous les avez rappelés, ils changent plus ou moins. Mais ils sont alarmants. Voilà, on le sait. Et puis quand vous êtes en entreprise, non seulement vous le savez, mais en plus vous le voyez. Donc c'est plutôt pas mal que, effectivement, la nouvelle autorité politique s'en saisisse. Yann Massard, j'aimerais vous faire réagir ainsi que vous, docteur Christophe Schmitt, sur ces chiffres justement. 68% des jeunes franciliens, c'est 18-30 ans quand on parle de jeunes franciliens, sont touchés par des troubles anxieux. L'anxiété généralisée, ça fait vraiment partie des grands marqueurs qu'on peut noter. 78% de ces jeunes déclarent avoir des signes de dépression, de modérés à sévères, et un quart des jeunes franciliens ont pensé au suicide depuis le début de l'année. Ça fait froid dans le dos. Oui, ça fait froid dans le dos. En Ile-de-France et partout en France, ces chiffres, ils sont présents. On n'est pas le mauvais élève ? Non. Pas particulièrement, mais tous ces adolescents, toutes ces personnes qui vont mal, la grande cause, c'est une belle chose, c'est un bel effet d'annonce pour le moment. Nous, on attend toutes les associations qui ont œuvré pour qu'il y ait cette grande cause en 2025, une mise en avant de la santé mentale, pour qu'il y ait des actions concrètes, en effet, sur ce sujet. Docteur Christophe Schmitt, est-ce qu'on va plus mal qu'avant ? Alors, en tout cas, les chiffres le disent, puisque le nombre de personnes, de jeunes adultes entre 18 et 24 ans qui présentent un épisode dépressif avéré, il a doublé entre 2017 et 2021. Donc il y a vraiment une évidence sur ce plan-là. Par contre, pourquoi on va plus mal? Je pense que là, il y a des déterminismes multiples. La crise Covid en est un parmi d'autres. La crise Covid qui a révélé bon nombre de problématiques, des problématiques également liées au monde du travail. On le sait, le travail occupe une place substantielle de notre temps disponible, au moins un tiers, si ce n'est plus. 93% des salariés se disent déjà, et c'est beaucoup, stressés. Oui, le stress, c'est un des premiers facteurs qui pousse à l'anxiété. Je parle sous le contrôle de deux experts, mais là, on ne va pas tout mélanger. C'est-à-dire que le stress, c'est une chose.
Après, il y a le fait de ne pas se sentir bien sur un plan psychologique. Et là, moi, les chiffres que j'ai vus, c'était 42%, ce qui est énorme. Hein. Ce qui est énorme. C'est-à-dire, ça veut dire que 93% sont en détresse psychologique. En France, vous avez 42% des salariés qui déclarent l'être. Ça, c'est un chiffre considérable. Alors évidemment, comme ça a été évoqué tout à l'heure, j'imagine que le Covid n'y est pas pour rien. Je pense qu'il y a d'autres choses. Dire que vous avez évoqué tout à l'heure l'idée que le Covid avait révélé, le Covid a surtout libéré la parole sur le sujet. Alors qu'avant, c'était plutôt un sujet dont on ne parlait pas, parce que, si je parle que du travail, hein, on est toujours d'ailleurs dans un schéma de chômage de masse. Donc la crainte des gens, c'était d'exprimer, parce que de peur de perdre son emploi, etc. Et la nouvelle génération, et c'est heureux, elle est beaucoup plus, entre guillemets, libérée ou détendue sur ces sujets. Elle ose dire les choses. Après, je pense quand même, enfin on le voit depuis quelques mois, on est quand même dans un environnement qui est hyper anxiogène. C'est-à-dire, quand vous entendez le personnel politique ou syndical ou autre, vous avez l'impression que ce qui se passe en ce moment est terrible. Alors maintenant, là, on parle beaucoup des impôts. Hier, c'était autre chose. Avant-hier, c'était... Il faut bien comprendre que les gens, et les jeunes en particulier, se disent, mais entre la planète qui va pas bien, l'économie qui va pas bien, la situation très tendue dans les hôpitaux, géopolitique, bien sûr. La situation géopolitique, une espèce de guerre politique dont il faut reconnaître que depuis quelques mois, on est servi sur ce plan-là. Bah, on peut comprendre avec parfois une quête de sens au travail, voilà, qui en plus peut être une désillusion, exactement. Finalement. Donc quelqu'un qui a 25-30 ans, c'est vrai que quand il regarde le panorama, il se dit bon, ça perd glorieux tout ça. Et en plus le boulot, qui effectivement est très tendu parce que les entreprises le sont. Yann Massard, une réaction. Mon collègue de plateau met bien en avant le côté multifactoriel, à la fois bien sûr des problématiques de santé mentale, encore plus du risque de passage à l'acte suicidaire, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus banaliser le stress au travail. On a un peu tendance à oui, on ne doit pas s'habituer à avoir 93% de salariés qui se disent stressés. Je ne pense pas. Et puis voilà, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été mises en place dans les entreprises. Mais par exemple, mettre un baby-foot dans les entreprises, ça ne va pas forcément juste faciliter. Ça, on en est revenu. Le management à l'américaine, ça ne résout pas tout. Ça n'a jamais marché. De raconter des histoires. En tout cas, il y a, je pense, un intérêt à se pencher sur la question, à peut-être, à ce qu'il y ait des actions majeures qui soient mises en place, et notamment une sensibilisation des personnes qui sont peut-être moins sensibles que nous aux problématiques de santé mentale en entreprise. Dr Schmitt, une question concernant les causes du mal-être en entreprise. On parlera tout à l'heure du burn-out ou encore du bore-out, mais comment est-ce qu'aujourd'hui on définit finalement ce qui coince ? Pourquoi est-ce que les salariés sont aussi stressés, voire angoissés, malheureux au travail ? Alors là, moi, c'est pas mon domaine de prédilection de travail. J'aurais tendance à parler du travail scolaire parce que les occupe essentiellement d'adolescents. Ce que moi j'observe sur ce plan-là, c'est que comme les adultes, le travail scolaire est quand même une énorme source d'anxiété chez les adolescents et chez les jeunes adultes quand soit ils passent au niveau du monde du travail, soit ils commencent des études. Ça reste une source de pression très importante et je pense qu'on a des phénomènes homologues au niveau du monde du travail, c'est-à-dire le sentiment d'être tout le temps en pression, de jamais être à la hauteur et de ne jamais faire bien. Moi, il y a un chiffre qui m'intéresse, et qui illustre d'ailleurs la volonté des salariés, notamment des jeunes, des millennials, de se battre pour le bien-être aux entreprises, alors qu'on n'a jamais été finalement si malheureux au travail. C'est un peu particulier, cette volonté de se battre pour ses droits au travail, son bien-être en entreprise, et à côté finalement, quand on regarde les chiffres qu'on vient de dérouler sur le bien-être et la santé mentale des Franciliens, ils ne sont pas au beau fixe. Alors est-ce qu'on se trompe de combat ? Quel est le combat principal ? C'est le management ? Je pense qu'à la fin de l'histoire, c'est quand même le management. Et on le voit avec les débats qu'il y a en ce moment sur télétravail, pas télétravail, suite à la décision d'Amazon. Moi, c'est un truc que j'ai pas mal regardé. C'est vrai que le télétravail, c'est surtout, et donc ça doit interroger les organisations et les entreprises, c'est surtout un outil de libération, en fait. Alors, pas que des transports publics, notamment en Ile-de-France, mais c'est un outil de libération. Donc, il faut s'interroger. Vous avez aujourd'hui un certain nombre d'entreprises, grandes et petites d'ailleurs, qui se rendent compte que le modèle méga hiérarchisé, les gens ne supportent plus, que l'espèce de système très infantilisant des entretiens annuels, pas les entretiens annuels, ne fonctionne plus, que on entend parler beaucoup de quête de sens. Moi, c'est un terme que j'utilise peu parce que
Je trouve que le sens au travail, c'est une espèce de mot valide dans lequel on met tout ce qu'on n'a pas compris. Et pourtant, tous les jeunes le revendiquent. Oui, mais parce que c'est le terme qu'on leur donne. D'accord. Je pense que le vrai sujet, c'est que vous avez beaucoup de gens, jeunes et pas jeunes d'ailleurs, qui ne savent plus ce qu'ils font. En fait, ils sont dans une entreprise et ils se disent, après tout, si j'arrêtais de faire ce que je fais, il ne se passerait pas grand-chose. Il y a quand même une question de sens. Ça gênerait pas. Oui, mais on peut l'appeler comme ça. Alors. Je pense que c'est une affaire de qualité de travail. D'accord. La qualité de travail, c'est 3 critères à peu près. Le premier, c'est je sais ce que je fais. Autrement dit, je sais à quoi je sers en fait. C'est l'utilité sociale. L'utilité sociale dans l'entreprise. Okay. Voilà, j'ai un caractère un peu irremplaçable puisque ce que je fais est utile. Le deuxième critère, c'est je sais où je me trouve dans la chaîne de valeur. C'est-à-dire que si j'arrête de faire ce que je fais, qu'est-ce que ça impacte ? Et puis la troisième chose, c'est que l'entreprise me donne quand même les compétences et la formation nécessaires pour continuer à exercer mon métier. Et ça, c'est la qualité du travail. Or, je trouve, et je parle sous votre contrôle, c'est que depuis des années, j'ai observé qu'on faisait plein de trucs autour du travail. Et à force de faire des choses autour du travail, on a oublié le travail. Pourquoi les gens sont là, finalement ? Pourquoi les gens sont là ? Et bien, quand vous êtes dans une phase actuelle où on sort de la Covid, où on sort du chômage de masse, où il y a beaucoup d'éléments anxiogènes que j'évoquais tout à l'heure, où les gens se disent c'est plus facile de changer de boulot quand même aujourd'hui et qu'ils expriment les choses, forcément on arrive à une phase où les gens ne supportent plus ce que supportaient peut-être les générations précédentes, c'est-à-dire des phénomènes de pression, des phénomènes de hiérarchie. Et les entreprises ont un énorme travail à faire de remise en cause d'un schéma de management et de fonctionnement qui fonctionne depuis 50 ans. Sauf que sur la génération qui monte, il ne fonctionne plus. Pas. D'accord. C'est que ça fonctionnait pas forcément très bien. Non, je dis pas que ça fonctionnait bien, mais les gens ne le disaient pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'était subi. Voilà, c'était subi. Mais aujourd'hui, les gens disent... Mais c'est vrai que les attentes des jeunes ont évolué. Moi, je m'en réjouis. Moi, j'ai tapé dans le micro, pardon. Je m'en réjouis. Mais je vois que la nouvelle génération, elle vous le dit. Et elle y est plus sensible peut-être aussi. L'accepte pas. Ma génération, elle vous le disait pas. Parce que la crainte, c'était perdre son emploi. Et c'était intolérable de le perdre, donc Mais surtout quand vous perdez votre emploi en France aujourd'hui, notamment votre CDI, vous perdez l'accès à l'emprunt, vous perdez l'accès au logement, vous perdez l'accès à tout. Donc vous remplacez une anxiété par une autre. Donc ça sert à rien. Là aujourd'hui, la nouvelle génération, et je le vois, et c'est très bien. Et d'ailleurs, je pense que c'est moins générationnel qu'on le dit. Ah, vous pensez ? Oui, parce que quand les nouvelles générations se mettent à parler, tout d'un coup, la génération du dessus aussi. Et disent, mais nous, ça fait quand même, comme vous le dites, sauf certains managers. Ça fait 30 ans qu'on en avait marre. Les managers, il faut... Alors, les managers, ils sont un peu vous savez, ils sont entre le marteau et l'enclume, déjà, d'une part. Après, moi, je pense, et j'ai toujours le fait, les entreprises dans lesquelles j'ai pu être DRH, il faut former les managers à l'identification des signaux faibles de quelqu'un qui se met à déraper. Parce que vous pouvez encore faire quelque chose quand vous le voyez. Mais quand la personne, vous êtes plus expert que moi, c'est trop tard. Quand la personne a fini de déraper, vous la rattrapez pas. Je sais pas si c'est trop tard. Difficilement. En effet, on peut pas identifier quelqu'un qui, par exemple, dans ma spécialité, qui va avoir des idées de suicide si on connaît pas les signes d'alerte de suicide. On peut pas dire. Qu'est-ce qui doit nous alerter alors, par exemple, en entreprise, dans des comportements du quotidien ? Là, tout à l'heure, on a signalé des choses assez classiques. Si on a tout le monde qui est stressé dans l'entreprise, tout le monde qui est anxieux, bon, c'est vrai qu'il va falloir identifier d'autres choses, mais il y a des choses qui sont qui relèvent de l'instinct. Vous avez par exemple un employé qui va plus ranger son bureau que d'habitude, qui va moins bien ranger son bureau que d'habitude, qui va être moins présent dans les interactions sociales. Donc c'est un basculement des comportements en entreprise ? Alors, c'est pas forcément aussi flagrant que ça. On parle souvent de signaux faibles, mais vous avez par exemple des gens qui vont avoir un habillement qui va être différent que d'habitude. On parle de personnes qui vont se négliger. Ça peut être l'inverse. Ça peut être des gens qui vont mieux s'habiller que d'habitude. L'idée, c'est de... Alors, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est peut-être un peu moins compliqué si on s'attarde un petit peu à demander aux gens de l'humanité, finalement. C'est ça. Un petit peu plus de lien social, un petit peu plus de temps pour le lien social en entreprise et ailleurs d'ailleurs, pour prendre le temps de demander à ses collègues comment ça va vraiment. Une question pour vous, docteur Christophe Schmitt. Quand on bascule dans ce qu'on appelle le burn-out, c'est une fatigue émotionnelle immense, c'est beaucoup d'anxiété. Ça se traduit aussi par des maux physiques, maux MAUX bien sûr. Des douleurs presque. Et est-ce qu'on peut comparer finalement un burn-out avec une dépression classique où elle a quand même des caractéristiques qui lui sont propres ? Alors, moi, j'ai pas le sentiment comme ça dans mon expérience clinique que le burn-out est si différent de ça d'une dépression, parce qu'on trouve aussi des symptômes physiques dans la dépression. Et puis, au final, quand je suis de garde aux urgences du CHR de Mercy, moi, je vois arriver les gens
dans des grands états de détresse, avec des idéations suicidaires, avec parfois des difficultés de sommeil qui durent depuis plusieurs semaines. Et en définitive, c'est pas si éloigné des tableaux de dépression classiques. La différence, c'est qu'on fait un lien quasi immédiat, ou en tout cas assez facile, avec le travail. Et en particulier, souvent, les gens souffrent d'une indifférence à la fois de leur hiérarchie, mais parfois aussi de leurs collègues de travail par rapport à leur état de détresse. Donc cette détresse qu'on décrit, j'aimerais qu'on l'écoute au travers d'un témoignage. C'est le témoignage de Laetitia Pignol, qui était cadre bancaire et qui a été, elle, victime d'un burn-out. On est dans une roue, ça s'arrête jamais. Et même quand on est fatigué, on continue. Et si ce n'est qu'on est... on dit qu'on n'est pas des machines, mais si, on est des machines. Donc, il y a du fuel. S'il n'y a plus de fuel, la voiture, elle s'arrête, quoi. Sauf que nous, en tant qu'individu et en tant qu'humain, on se dit, bah non, mais c'est pas grave, je vais continuer. Et en fait, on se prend un carton. Donc, ce que j'ai appris, c'est reconnaître mes moments de baisse de concentration et de fatigue intellectuelle. Oui, parce que ça commence par beaucoup de fatigue en général, les moments et les épisodes dépressifs. On peut parler d'épisodes dépressifs, on peut parler de dépression sévère, mais finalement, les signaux majeurs sont quand même souvent de la fatigue, une espèce de lassitude. Encore une fois, on peut avoir soit de la fatigue, soit de l'hyperactivité. Ah oui, d'accord. Mais en tout cas, on a une atteinte à la fois des fonctions émotionnelles et puis des fonctions physiques. Donc c'est vrai qu'on en arrive à un stade qui est extrêmement complexe. J'aimerais quand même revenir sur le fait que je pense que dans tous les cas, le travail n'est qu'un des éléments de la problématique. Et que dans tous les cas, l'aspect multifactoriel doit encore une fois être pris en compte. Et que... En effet, il faut agir sur le travail, mais il faut aussi prendre en compte l'entièreté de la personne et l'entièreté des points sur lesquels on peut agir. Mais disons que le travail peut être un élément déclencheur, mais il y a une situation psychologique qui peut être détériorée par les autres facteurs dont on a parlé en amont. C'est toujours la difficulté, c'est-à-dire que c'est toujours multifactoriel. Le travail est un élément, ça peut être un élément révélateur. Quelquefois, parce que je l'ai vu, ça peut être un événement salvateur, ça sort les gens un environnement personnel qui les angoisse. Oui, parce que ça nous occupe, parce que ça nous permet de sortir, en effet. Justement, je me méfie toujours. Vous savez, il y a eu tout un débat au moment de savoir si le burn-out était une maladie professionnelle ou pas une maladie professionnelle. C'est impossible de démontrer. Tout ce qu'on sait en revanche, enfin ce que j'ai pu observer, c'est que, vous avez raison, les changements de comportement de quelqu'un doivent alerter. Or, le manager de proximité, le pauvre, c'est quelqu'un, il est vraiment entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire qu'il a une pression d'enfer, il doit s'occuper d'eux, il doit tout faire. Et donc là, les organisations doivent les aider à gérer ça, parce que les pauvres, c'est vraiment pas... Donc c'est donner des outils aux managers pour qu'ils soient en mesure d'être à l'écoute. Et surtout, et ça malheureusement c'est quelque chose que j'ai observé assez rarement, quand un manager remonte qu'il sent que l'un de ses collaborateurs va pas bien, généralement il remonte ça à personne en fait. C'est-à-dire que personne ne l'écoute. Ah. Et or, voilà, vous avez aussi des managers qui eux-mêmes font des burn-out. Alors le burn-out c'est la fin de l'histoire, mais entre les deux, il se passe pas mal de choses par rapport à ça. Donc je crois c'est très bien d'expliquer que c'est multifactoriel, ce qui ne signifie pas que l'entreprise peut se défaire de sa propre responsabilité sur le sujet. En revanche, ça signifie à l'inverse qu'elle ne peut pas être tenue intégralement responsable du sujet. Je veux dire par là, c'est qu'on peut agir. Mais enfin, vous avez des gens qui cumulent tout un tas de sujets, dont le travail. On peut traiter là où c'est possible. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, je trouve, c'est que on a tendance, et c'est pas du tout pour défausser l'entreprise, finalement à tout dire, c'est à l'entreprise de gérer le sujet, comme si elle était responsable de tout. D'abord, elle n'est pas forcément responsable de tout. Ensuite, les entreprises qui prennent des initiatives assez fortes en termes de bien-être, elles sont souvent assez grandes, parce que tout ça coûte assez cher. Bien sûr. Et donc, dans la PME, la TPE, c'est pas possible. Et pourtant, les gens sont soumis aux mêmes effets de stress, aux mêmes effets de tension dans les petites entreprises. D'écoute c'est pour ça dans des petites entreprises, des petites structures. Ça peut être un chef d'entreprise dans une TPE qui est très bienveillant et très à l'écoute, ou quelqu'un qui est absolument totalement fermé à l'écoute de ses salariés. D'accord. Donc ça arrive partout, c'est pas la Puis vous avez combien de chefs de petites entreprises qui eux-mêmes partent en burn-out quand même? Oui, parce qu'il y a des conditions. Non, mais c'est ça. Donc, mais après, la santé mentale en entreprise, je pense qu'elle interroge l'organisation, le management, le système de contrôle. Il faut reconnaître qu'on est un pays hyper présentiel, hyper contrôlant, et que le contrôle, c'est une machine à créer de la défiance. C'est une machine à détruire de la confiance chez l'individu. Le fait d'être contrôlé tous les matins de ce que vous faites, alors que vous faites très bien, et pendant le Covid, pour finir là-dessus, on a identifié que les managers qui étaient capables de demander comment vont leurs collaborateurs, de créer un collectif alors même que les gens étaient à distance, c'était eux les managers de demain par rapport à ceux qui étaient formés comme on les valorisait avant, espèce de chef. Et vous avez des gens très malheureux du télétravail parce qu'ils n'ont plus l'impression d'être chefs parce que les gens sont plus autour d'eux.
C'est une réalité. Ils sont là pour cheffer, donc voilà, ils sont perdus dans leur mission. Exactement. Et on revient à cette question de mission et de qu'est-ce qu'on met dans son travail. Je suis convaincu que la dimension managériale et organisationnelle constitue l'un des éléments de réponse. Après, il y a plein d'autres éléments de réponse extérieurs. Avant que vous nous quittiez, Benoît Serre, une dernière question concernant le bore-out. Oui, ça aussi, c'est pas mieux. Non, vous savez, c'est pas mieux. Quelqu'un qui est en bore-out, c'est quelqu'un qui s'ennuie. Qui n'a pas d'activité. Donc là, c'est quand on a un écart trop important entre ses compétences, ses attentes d'un métier, est-ce qu'on y fait vraiment ? Ou même les demandes qu'on vous fait. Vous avez des gens qui s'ennuient. Les gens qui s'ennuient se dévalorisent par définition. Ils ont le sentiment que finalement, personne ne fait attention à eux. Le fait de s'ennuyer, c'est presque pire que d'être suractif, en quelque sorte. Parce que quand vous vous ennuyez, c'est que personne ne vous parle. C'est qu'on vous met dans un endroit où personne ne vous envoie de mail. En fait, on vous stimule pas. Finalement, vous n'existez plus dans l'organisation. On vous fait disparaître. Dévalorisation. Et il n'y a rien de pire. Et ça c'est horrible. Sens, en effet. Je ne sais pas si c'est pire que le burn-out, mais en tout cas, on peut peut-être les mettre sur le même plan. Et ça donne du quiet quitting. C'est quand les salariés se décalent un peu. Le quiet quitting, c'est des gens qui disent, bon, de toute façon, je vais m'en aller de cette maison, de cette entreprise-là. Donc je fais le strict minimum. Je fais le strict minimum et un jour, s'il y a un truc qui passe de sympa, je m'en irai. Ça, c'est un peu différent du bore-out. En revanche... Mais souvent, c'est quand même assez lié. C'est quand on s'ennuie, quand on n'est pas satisfait de ce qu'on fait. Ça peut être on peut être pas satisfait de son chef, pas satisfait de sa rémunération, pas satisfait de ce qu'on fait. Je rappelle juste une chose, c'est que une entreprise qui générerait des salariés dits en bore-out oublie qu'elle a une responsabilité, qui est qu'elle a l'obligation de fournir une activité à ses salariés. C'est la loi. Donc c'est la loi, c'est même légal. Merci beaucoup Benoît Serre. On continue cette discussion en plateau et en visio avec vous, docteur Christophe Schmitt. J'aimerais qu'on parle de ce qu'on peut faire quand justement on est dans une situation de burn-out ou de bore-out, qu'on est dans une situation psychiatrique, psychologique dépréciée. Comment est-ce qu'on s'en sort? Qu'est-ce qu'on met en place, indépendamment même de ce qui peut être fait en entreprise? Là, je pense qu'il est nécessaire de pouvoir bénéficier d'un soutien psychologique. La difficulté aujourd'hui, c'est que même si il y a eu par le dispositif Mon Psy une ouverture du remboursement des psychothérapies, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est quand même encore assez timide. Et peu de psychologues ont adhéré à ce dispositif, et il faudrait pouvoir vraiment réfléchir à comment aujourd'hui on peut ouvrir le remboursement des soutiens psychologiques de façon beaucoup plus large et à une plus vaste échelle. Et puis, moi, j'observe aussi qu'il y a un certain nombre de cliniques privées qui aujourd'hui ont une offre de soins en hôpital de jour, en consultation, concernant les problèmes liés au travail, en particulier le burn-out. Donc, on voit qu'il y a un véritable besoin et qu'un certain nombre d'acteurs essayent de répondre à ce besoin. Yann Massard, je vous voyais acquiescer. Oui, tout à fait. Avant d'en arriver à cette problématique de crise suicidaire, il y a un des grands éléments de la grande cause nationale, ça serait de travailler sur la prévention. En France, on a encore beaucoup de travail là-dessus. Et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord sur le fait que si le dispositif Mon Psy pouvait être peut-être encore plus travaillé, notamment avec les psychologues qui ne veulent pas adhérer, il y a déjà eu une évolution intéressante sur le fait de passer directement vers le psychologue avec des consultations avec une prise en charge majorée, mais si lors de cette action nationale, il pouvait y avoir plus d'accès aux psychologues directement, parce qu'on le sait, les médecines du travail, c'est compliqué d'y accéder, les médecins traitants, c'est compliqué. Et est-ce que c'est facile de se confier à sa médecine du travail quand on a un problème, par exemple, de mal-être en entreprise? C'est pas forcément évident de rester dans le cadre là où on se sent pas bien, par exemple, pour des personnes qui souffriraient de burn-out? Tout à l'heure, on parlait des petites entreprises. Ça, la plupart du temps, c'est externalisé. C'est de la santé au travail externalisée. Donc, ça peut aller. Après, vous pouvez aller ailleurs si on sort un petit peu de la médecine du travail. On parlait mon collègue en visio parlait des cliniques. Il y a aussi les consultations en visio qui peuvent être intéressantes, qui permettent d'accéder très facilement à un psychiatre ou à un psychologue. Bon, c'est pas forcément remboursé, mais ça permet d'avoir un espace de parole totalement neutre. Et puis, à côté de toutes ces personnes spécialisées, avant tout, je le redis, il y a les collègues de travail, il y a les managers qui peuvent être bienveillants. Et ça, c'est comme dans la vie de tous les jours. Vous avez des gens qui sont sans doute en capacité d'écouter
C'est une et de nous première aider chose. à régler certaines problématiques. Il y a certaines problématiques. Si on a quelqu'un qui se pose 5 minutes au-delà du ça va quotidien à la machine à café pour écouter les problématiques, pour désamorcer des choses, pour peut-être alerter quelqu'un de plus compétent ou accompagner aux urgences si c'est nécessaire, ça sera déjà pas mal. Et aujourd'hui, est-ce que ça devrait être considéré comme un devoir, une mission des entreprises ? En tout cas, il faudrait qu'on leur donne les moyens, en effet, de pouvoir donner l'information aux managers, à l'ensemble des salariés. Disons que ça doit être un relais, finalement, au moins. En entreprise et partout. En entreprise et partout. On devrait chacun avoir des éléments de base. Vous savez certainement où est le défibrillateur ici sur le plateau. Vous savez peut-être pas comment adresser une personne au service d'urgence le plus proche du studio. Et ça devrait être un réflexe, ça devrait être obligatoire en entreprise. Peut-être que cette grande cause va également servir à ça. Docteur Schmitt, vous avez parlé tout à l'heure du Covid et de son importance pour révéler le mal-être finalement de nos sociétés. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette période qu'on a tous traversée ? Alors, je voudrais juste revenir en arrière sur les propos de mon collègue. C'est aujourd'hui apprendre les premiers secours de santé mentale. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important et c'est vraiment n'importe qui, comme les premiers secours. Pour la santé physique, apprendre les premiers secours en santé mentale, savoir repérer et savoir orienter, c'est vraiment fondamental. Et je pense que là, je fais le lien avec votre question. Je pense que la période Covid nous a appris qu'on avait tous une santé mentale, en fait. Et je pense qu'on a compris que être coupé brutalement de ses proches, de son travail pour un certain nombre d'entre nos concitoyens, de gérer aussi une inquiétude très forte, c'est quand même une expérience collective assez inédite qu'on a vécue. On s'est aperçu que psychologiquement, ça pouvait nous fragiliser. Pour d'autres personnes, au contraire, les mettre dans un état où on retrouvait justement du sens à ce qu'on faisait. Je pense en particulier au métier de la santé. Mais en tout cas, de s'apercevoir qu'il y avait la santé physique, mais la santé psychique, c'est aussi très important. Yann Masser, vous aurez le mot de la fin, ça va être en 20 secondes. Quel est le principe de l'association Dites Je suis là, dont vous êtes le fondateur ? Le principe, c'est aider un proche savoir comment agir face à un proche en crise suicidaire. Donc, savoir quoi dire, quoi faire pour qu'on n'ait plus à entendre des gens qui justement n'ont pas su voir les signes d'alerte. Comprendre, savoir qui appeler, qui contacter, comment réagir. Tout à fait. Sur Merci beaucoup. dites-je-suis-là.fr, vous pouvez retrouver l'ensemble des informations. Merci infiniment. Merci à tous les deux en visio. Merci à Benoît Serre qui était avec nous tout à l'heure d'avoir été présent pour aborder ce sujet ô combien important de la santé mentale, notamment en entreprise. Et on continue avec la culture. Jacques Chirac. Tout un programme. C'est le pari audacieux de nos deux invités qui se sont lancés pour défi de questionner et de raconter la fonction présidentielle sous la Ve République. Premier chapitre, et pas des moindres, consacré à Jacques Chirac, au grand Jacques, sur un registre très intime. On va en parler avec eux. Bien sûr, Julien Campagny, vous êtes scénariste et acteur. Vous êtes accompagné en plateau de Léo Cohen-Paperman. Vous êtes scénariste et metteur en scène. On est ravis de vous avoir en plateau. Et avant toute chose, j'aimerais comprendre pourquoi vous avez eu envie de vous intéresser à cette fonction présidentielle et à la Ve République. Parce que Julien comme moi, on est obsédé par l'idée de proposer un théâtre populaire et que les présidents, tout le monde les connaît et que donc c'est plein d'affect pour les gens. Et voir sur scène un président, c'est un peu régler ses comptes avec lui, c'est un peu se dire « Ah, il m'a déçu » ou « Je l'aime encore ». Il y a une fonction presque cathartique. Et exactement, c'est ça qui se passe. Et je pense que c'est parce qu'on est animé par l'idée du théâtre populaire. Voilà. Il y a une matière intéressante aussi qui est riche avec, vous disiez, des anecdotes, des souvenirs qu'on a avec l'un ou l'autre profil, où on se dit oh non mais là, alors je me souviens très bien, à ce moment-là, j'étais à tel endroit avec des amis. C'est finalement, ça convoque le souvenir ? Exactement, la matière, elle est inépuisable et parce qu'elle convoque aussi une sorte de mythologie collective. En fait, on a tous un rapport au président, notamment dans cette sorte de monarchie républicaine dans laquelle on vit. Les gens ont un rapport très affectif au chef d'État et donc nous on est confrontés à ces montagnes d'archives et c'est une source de travail, de jeu, d'interprétation infinie, quoi. Il faut dire qu'il y a des rebondissements, des magouilles, des machinations politiques, ça gâche pas finalement le spectacle qui est rendu possible aussi par l'univers qui entoure ces hommes qui occupent cette fonction présidentielle. Des coups politiques au théâtre dans une actualité marquée par les coups de
théâtre en politique. Cette pièce n'a jamais été autant d'actualité avec ce qu'on vient de vivre les derniers mois. C'est vrai qu'en juin, on jouait le spectacle sur Chirac, mais aussi celui sur Giscard et sur Mitterrand, en plein pendant la dissolution, pendant la campagne législative. Il y avait des vertiges, notamment pour Chirac, qui est le président de la dissolution, qui est le président qui a organisé sa propre impuissance. Alors, forcément, ça crée des échos avec ce qu'on voit aujourd'hui. Vivement le chapitre consacré à Emmanuel Macron. Oui, mais c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est d'écrire quand on est un peu comme ça, soumis à l'actualité. On a du mal à faire les pas de côté poétique et théâtraux qu'on souhaite, mais il va falloir le faire. Pour l'instant, on a pris le parti de la science-fiction pour Macron. D'accord. Oui, on imagine qu'il a 86 ans et que la France n'existe plus, et qu'on est dans les années 2060. Quoi. Génial, voilà, ça fait envie, même si en effet on est très loin de l'actualité politique qu'on connaît. On va en revenir à notre homme, on va revenir à Jacques Chirac, un homme qui durant sa vie a revêtu tous les masques possibles. Là aussi c'est intéressant quand on parle de théâtre, c'est un véritable kaléidoscope de personnages et c'est aussi un homme qui est l'homme des contraires, des contradictions, gaulliste, atlantiste, père meurtri, fils terrifié, amoureux de choucroute autant que de statuettes chinoises du 7e siècle, nationaliste et xénophile, amant de 1000 femmes et puis amoureux et conduit. C'est un homme des contraires ? Je crois que c'est l'homme des contraires par excellence. Et ça, c'est quand on fait du théâtre, quand on est acteur aussi, c'est le truc le plus passionnant. On dit toujours quand on est sur scène, il faut dire oui et non en même temps, parce que c'est ce qui crée la tension dramatique. Lui, avec Jacques Chirac, on est servi. On est dans le mille, oui, c'est sûr. Est-ce que ça fait de lui un personnage de théâtre ? Oui, pleinement, aussi parce que y a un rapport direct au peuple. Et d'ailleurs, vous vous adressez, on va y revenir, mais énormément au public qui est mobilisé à chaque instant. Et là, et improvise avec les gens pour créer un rapport d'immédiate complicité, proximité, par-delà le bien et le mal politique, ou le bien et le mal pour chacun des spectateurs. Ça, c'est sa grande spécialité, d'être proche des gens. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est ce qui... populaire, c'est encore une fois, c'est le mot qui nous a guidés pendant l'écriture du spectacle avec Julien. Est-ce qu'on peut dire qu'il est presque chevaleresque ? Parce qu'il a toujours voulu une vie d'aventure. Ouais, moi je trouve qu'il est chevaleresque, mais qu'il est chevaleresque comme dans un roman, comme un Don Quichotte. C'est-à-dire que c'est un chevalier, mais qui est sur un cheval qui avance pas très vite, quoi. C'est pour ça moi, il me touche, qu'il est capable de choses, virevoltantes, de partir à l'assaut, et en même temps. Et d'un coup, un lien compliqué quand même avec l'autorité. Oui, je pense. Moi, je l'imagine plutôt comme un grand oiseau très puissant, mais qui aurait du mal à décoller du sol. Voilà. C'est joli comme métaphore. Ce spectacle qui fait écho à l'actualité politique, on l'a dit, président de la dissolution, vous l'avez rappelé tout à l'heure, les coalitions, non merci, ça n'a jamais été autant d'époque et d'actualité. Est-ce que vous avez eu l'impression, en bossant ces personnages, indépendamment du travail que vous avez mené sur cette pièce pour Chirac, que cette 5e République n'est qu'un éternel recommencement ? C'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a un président, il commence comme un homme providentiel et il finit comme un bouc émissaire. Sauf Pompidou qui meurt pendant son mandat. Mais sinon, ça se passe toujours. C'est toujours un théâtre où on joue la même pièce de théâtre. Et c'est assez fascinant, qui se finit toujours très mal. Et on a toujours l'impression, on dit ça n'a jamais été aussi pire, mais en fait si. En tout cas, on n'a pas arrêté de dire que ça n'a jamais été aussi pire. Je parle dans l'affect, je ne parle pas de la situation politique, mais dans ce qu'on ressent par rapport au président. Et c'est peut-être la structure de la Ve République qui crée ça. Ce récit intime, vous nous le transmettez grâce à un récit assez subjectif, d'ailleurs, celui de son chauffeur, qui l'a servi pendant 25 années, qui a été de tous les mauvais coups, de tous les coups, son grand compagnon de route. Est-ce que c'est un personnage absolument essentiel quand on veut parler de Jacques Chirac ? On aurait pu choisir Bernadette. Totalement. Je pense pas que ce soit un personnage essentiel. Ça a été notre découverte, nous, en écriture. C'est que je lisais ce livre, contre toute attente, ce personnage nous a touchés. Et en fait, on a trouvé une sorte de figure de Sganarelle confronté à Chirac qui prenait un peu le visage de Don Juan. Et en fait, on avait tout de suite une dimension théâtrale de valet et de maître qui nous a permis, à nous, d'enclencher tout un processus de théâtre. Mais voilà, c'était notre porte d'entrée dans le spectacle. Et il porte la parole aussi de ce peuple qui a élu Jacques Chirac et qui a été terriblement déçu par lui. Et il y a une vidéo de lui chez Ardisson qu'on a vue avec Julien, et bouleversante, parce qu'il a été le chauffeur de Chirac, mais il a été ensuite humilié, en fait, en vrai, par Chirac, exilé, humilié. Et il l'aime toujours malgré tout. Donc c'est ce que vous nous racontiez, c'est ce cycle de on a un sauveur, on est infiniment déçu, et finalement, à la fin, c'est un peu le phénomène François Hollande, on se réattache à la personnalité. Parce qu'il y a peut-être quelque chose dans l'humanité, dans le bateau, ce que je dis, mais qui nous fait qu'on est, encore une fois, par-delà le bien et le mal politique. Voilà, par-delà ce qu'on peut penser politiquement,
je vous aime. Voilà, c'est ça que nous raconte ce chauffeur et qui à la fois prend en compte ces déceptions politiques populaires dont on veut parler parce qu'elles sont centrales, notamment de cette France, parce qu'on a écrit la pièce dans les Ardennes, enfin voilà, toute cette France périphérique-là, elle a sa voix dans ce spectacle, c'est hyper important pour nous. Mais il y a un lien quand même, voilà, c'est ce qu'on dit aussi. Bon, allez, on regarde la bande-annonce et puis on retourne en plateau, bien sûr, pour continuer à discuter de cette pièce. Nous sommes à armes égales, comme le dit bien l'émission, et je crois que cela va être passionnant. Vous raisonnez comme il y a 40 ans. Il t'a parlé comme un technocrate, soyez précis. Je pensais que les Corésiens étaient mon unique source d'inspiration populaire, mais je me trompais. Hein. Qui tu espères convaincre avec un discours aussi débile? Ce qui m'intéresse, c'est vous. Oui, au grand écart. Je suis candidat à l'élection présidentielle de 1988. Pour le bien du gaullisme, il vaut mieux voter pour François Mitterrand. Achève ton masque! Achève ton masque! 2003! Quel en Irak, mon nom? 2007! Référendum non émeute, oui! 2007! Sarkozy, c'est la fin! Et cette pièce, elle commence de manière assez déroutante par une introduction. Vous nous expliquez comment la pièce va se dérouler. On doit constituer 3 équipes selon nos générations. Ça, c'est une idée géniale. Ça vous permet encore une fois d'aller chercher le public, d'aller le confronter, d'aller chercher l'interaction. Oui, et puis c'est de dire que Jacques Chirac fait partie de nos vies, quel que soit notre âge. C'est vrai, vous avez raison. C'est d'abord pour ça que... On a tous une histoire avec Jacques Chirac, on a tous en nous quelque chose de Jacques Chirac. Voilà, non, mais, et par ailleurs, c'était aussi l'idée de créer un lien, et l'idée pour Julien et moi, parce que quand on a commencé à écrire, on s'est dit, mais sur quoi on va écrire? On a Chirac, c'est immense, et on s'est dit, c'est tous les spectacles qu'on n'écrira pas aussi sur Chirac, ce grand spectacle de 24 heures. Voilà. Avant de retrouver Jacques Chirac en caleçon. Oui. Devant nous. Sans trop révéler les choses. Mais oui, il y avait un désir c'est bateau, mais de le mettre à nu pour pouvoir l'habiller à notre manière. En même temps, vous nous promettez un portrait intime de Jacques Chirac, donc c'est aussi l'idée d'aller chercher l'homme derrière l'homme politique. C'est utopique, mais il a tellement été caricaturé, il y a tellement eu de chroniques dans tous les sens sur lui, en tant qu'acteur, en tant qu'auteur, en tant que metteur en scène, on se disait, qu'est-ce que nous, on peut apporter, et sur quoi nous, surtout, on veut travailler? Peut-être sur cette question du secret, du mystère, de qu'est-ce qu'il y a derrière ce fameux masque dont on parle tout le spectacle. Et j'en profite pour vous féliciter, parce que vous faites un Jacques Chirac éblouissant, particulièrement convaincant, avec vos chaussures cirées, vos larges épaules, bluffant, les mimiques extraordinaires, le travail de la voix qui vieillit en fonction de l'âge aussi que prend Jacques Chirac au fil de la pièce, c'est extraordinaire. Et en même temps, on tombe pas dans la caricature, c'est-à-dire que c'est pas une copie, c'est une réinterprétation de l'homme, c'est une compréhension de son personnage, c'est très réussi. C'est un spectacle qui est virevoltant, les scènes elles défilent à une allure incroyable, c'est un petit côté cinématographique je trouve, un procédé dynamique rendu possible par des changements de décor aussi, parce qu'on bascule du bureau à l'antichambre, à la salle de maquillage, à quelques pas d'un studio télé, et puis on bascule dans le temps aussi, donc il y a ce côté un peu... je trouve que ça ressemble finalement à la manière dont un film nous serait proposé. Il n'y a pas d'ennui. Il y a l'idée qu'en tout cas, comme il a traversé 50 ans de notre vie, on va traverser, nous, en 1h20, 50 ans, avec à la fin une accélération spectaculaire qui est que son mandat est traité en 5 minutes chrono. Ça, c'est incroyable. Et donc, c'est rigolo, ce procédé. Ouais. Oui, parce que c'est aussi, encore une fois, quelqu'un qui, toute sa vie, désire le pouvoir, et puis quand il l'a, tout à coup, le temps s'accélère, le pouvoir le dépasse complètement, et peut-être qu'il ne fait pas grand-chose de ce pouvoir. C'est aussi ce qu'on veut raconter. Moi, j'aime bien dans cette mise en scène qui est très efficace, assez sobre, mais ce jeu avec le miroir. Je trouve que le miroir, c'est toujours un objet très intéressant dans le théâtre. Et là, l'idée, c'est de questionner l'homme aussi, qui se regarde, qui regarde le public, qui le regarde. En fait, on est parti d'un texte qu'avait écrit Julien, que vous avez au début sur cette histoire d'Amérique, où il rencontre et où il finit par, à l'ENA, dire, au concours de l'ENA, il se trompe, il dit hypocrite à la place d'Hippocrate. Il répond ça, et il dit, il fait... Et Julien a rajouté du grec hypocrites, qui signifie acteur porteur de masque. C'est ça l'étymologie, c'est ça voilà. Et l'idée, c'est de partir de là. C'est que Chirac est hypocrite et démocrate, c'est-à-dire qu'il est obsédé par le suffrage, par le populaire, et en même temps, c'est toujours l'homme qui cherche à construire un masque. C'était une façon de faire un lien modeste entre lui et moi aussi, ce miroir, ce maquillage, le fait c'est génial. Oui, c'est comme on entre dans la peau de Jacques Chirac. Voilà, oui. Son histoire à lui qui suit le cours de l'histoire aussi. L'histoire avec un grand H, avec la chute du mur de Berlin 89, la signature du traité de Maastricht. On vit aussi ces grands moments de l'histoire. C'est intéressant, dans le cadre d'une pièce de théâtre, de pouvoir mobiliser autant l'homme que nos émotions par rapport à cette
époque finalement. Oui, parce que ça, c'est, comme je disais, on a traversé, chacun, quel que soit notre âge, on a traversé un temps avec Chirac, et c'est aussi l'homme qui nous promettait le monde sans enfin comment dire, le monde post-chute du mur, c'est-à-dire le monde prospère, en paix, et qui s'est fait percuter par le 11 septembre, et par le 21e siècle, qui lui est tragique et identitaire. Et donc c'est en ça qu'il est passionnant et qu'il nous permet de réexaminer notre histoire. Voilà. D'ailleurs, on retrouve beaucoup de sons, d'interventions de Jacques Chirac qui nous sont présentés comme des archives finalement qui déroulent pendant la pièce. C'est intéressant ça aussi, ce choix. Bah oui, hein, il y a une sorte de jeu comme ça d'écho et de résonance entre sa voix, ma voix, les scènes inventées, écrites et les scènes d'archives. Oui, on essaie de faire se répondre les choses encore une fois par un jeu de miroir. Et encore une fois, ça permet de ne pas s'ennuyer une seule seconde, d'être pris dans cette aventure, de dialoguer avec vous sur scène. C'est hyper riche, c'est hyper rare. Je l'ai dit tout à l'heure pendant qu'on regardait la bande-annonce, mais il y avait un public très large, très éclectique quand j'étais présente, un public conquis. Est-ce que vous diriez que c'est votre pari de réussir à réunir tout le monde dans une salle de théâtre? C'est notre objectif, c'est le théâtre populaire. Et donc, le théâtre populaire, c'est aussi un théâtre transgénérationnel. Ouais, tout à fait. Et transsocial aussi. Voilà. À la fin, est-ce que vous souhaitez créer ce fameux spectacle de 24 heures avec tous les présidents de la Ve République où on ne dort pas, où on... Ça ne durera peut-être pas 24 heures, mais le projet, c'est qu'en 2027, on ait fini cette grande épopée d'écriture de 1958 à 2027 et qu'il y ait une journée comme ça, comme au temps de la Grèce antique ou comme au temps de Shakespeare, où on commence à 13h et on finit à 23h. Incroyable, un marathon théâtral. On a déjà écrit la moitié, puisqu'il ne nous reste plus que 3 spectacles à faire. Voilà. Donc on est bien parti pour avoir ce marathon digne de la Grèce antique. Merci à tous les deux pour cette pièce absolument incroyable. C'était un plaisir de vous avoir et puis ça fait du bien de retrouver Jacques Chirac sur les planches. C'était particulièrement étonnant et particulièrement réussi. Je vous remercie et on continue avec les secrets d'Île-de-France et la chronique de Brandon Noiret. C'est parti. Tous les lundis, on retrouve Brandon Noiret pour une chronique consacrée à l'histoire, à l'Île-de-France. Bonsoir Brandon, comment ça va? Bonsoir Victoire, ça va bien et vous? Ça va super. Vous avez choisi cette semaine de nous parler du Grand Palais qui est mis à l'honneur pendant les Jeux. Oui, et puis parce que surtout demain démarre la collection printemps-été de Chanel qui revient. Il y a eu les rénovations au Grand Palais et enfin, parce que depuis 2005, Chanel quand même veut faire de sa collection, sa présentation au sein du Grand Palais. Oui, donc l'occasion de revenir sur cette histoire. C'est vrai que pendant les Jeux, on a été tous marqués. On connaissait tous déjà le Grand Palais, nous Français. Mais pas comme ça. Pas comme ça. Et cette verrière absolument magnifique, cette nef surtout, qui a marqué quand même le cœur de millions de téléspectateurs cet été, donc pour l'escrime, pour le taekwondo. Et c'est vrai que cette histoire, alors on parle du sport, c'est vrai que ce qu'on imagine une première représentation sportive avec ces Jeux, en fait déjà dès 1940, on se sert du Grand Palais. Il y avait des précédents. Hein. Oui, voilà, c'est le premier grand précédent, c'est à des fins d'ailleurs de propagande pour le régime de Vichy. Voilà, ce genre de représentation au sein du Grand Palais avec cette nef, des galas de gymnastique, beaucoup de combats de boxe. Dès 1940, le régime de Vichy veut envoyer du lourd aussi aux yeux du monde entier et notamment aux yeux des Français. Il y a une politique éducative extrêmement forte par Pierre Laval et le maréchal Pétain. Et des combats de boxe, il y en a un qui marque les esprits. On est en juin 1942, la star française c'est Marcel Cerdan. Il se bat face à Gaspard de Rieder, le Belge qui est quand même le favori, il faut le dire. Ah d'accord, c'est l'outsider, Marcel Cerdan, c'est l'outsider parce que de Rieder était présent quand même en 1936 aux Jeux de Berlin face à Adolf Hitler d'ailleurs. Et quand même, c'est une star montante, Marcel Cerdan. Et 80 secondes, il met KO le Belge avec un chevauchement absolument incroyable qui marque d'ailleurs les milliers et les milliers de spectateurs. Et il devient donc champion d'Europe. Déjà, il y a ce grand événement sportif. Et il était compagnon d'Edith Piaf. Oui, voilà. Bon, non, mais ça, c'est pour la petite anecdote, c'est quand même sympa. La grande anecdote, effectivement. On parle d'histoire. Oui. D'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle, vous le dites très bien, qui devient aussi célèbre en France et très populaire, Marcel Cerdan. Autre grand événement sportif, si on devait en retenir un seul, au sein de ce Grand Palais, c'est 30 janvier 1944, un match de volley-ball historique, match de volley-ball féminin. Vous allez me dire, bon, pourquoi? Parce que déjà, le volley-ball, il arrive quelques années plus tôt en France. Ce sont les soldats américains dans les tranchées
qui nous l'amène effectivement durant la Première Guerre mondiale. La Fédération française de volleyball est créée en 1936. On a cette image du volleyball, de ce sport de plage. Oui, c'est un loisir. Un loisir dans les camps naturistes, beaucoup d'ailleurs on joue à l'époque. Et effectivement, on a cette fédération qui se dit il faut quelque chose d'ampleur assez nationale. Pour inscrire le volley comme discipline sportive. Pour marquer l'histoire du sport, effectivement. Et on a ce. Alors vous allez me dire, c'est pas des grandes nations, c'est juste quelques équipes françaises, mais ça marque et on se dit effectivement, on peut se prendre plaisir à regarder du volleyball. Et il y a un avant et un après. Et après, la suite, on la connaît encore aujourd'hui, le volleyball et les Français qui marquent encore l'histoire de ce sport. Et qui ont brillé pendant les Jeux. Oui. Le Grand Palais, qui était prévu à l'origine pour toute autre chose, pour l'exposition universelle de 1900. Oui, alors comme souvent les très grandes constructions, il faut effectivement envoyer une image aux yeux de l'international. 1900, c'est la 5e exposition universelle. On avait celle de Londres qui avait été la première en 1851. La France avait quand même envoyé du lourd en 1889 avec la Tour Eiffel. Là, il faut créer quelque chose. Il faut créer l'événement. Créer un événement considérable. Alors on a 2 créations, beaucoup de propositions sur la table au départ. Et donc on part sur la construction du Grand Palais et le pont Alexandre III. Pas mal. Pas mal comme proposition. Ouais. Alors le problème, c'est que les architectes et l'organisation française sous-estiment un peu le temps de création. Nous sommes, il faut le savoir, pas loin des Champs-Élysées, dans le 8e arrondissement de Paris. À l'époque, il y a très longtemps, il y avait des marécages sous ces Champs-Élysées. C'est dur à imaginer aujourd'hui, Brandon. C'est très dur à imaginer, mais imaginez quand même un sol instable. En 1897, on se dit 3 ans, ça va le faire pour construire le Grand Palais. Ambitieux. Le problème, c'est que ça prend du temps. Et Henri de Glane, l'architecte qui est à l'origine du Grand Palais, se dit c'est pas possible, on n'arrivera pas avec autant d'acier, on a 6000 quand même mètres cubes d'acier qui va être présent, et on se dit il faut faire quelque chose. Alors lui, il a l'idée, il se dit pourquoi pas construire ce Grand Palais sur piloris. Il voyage beaucoup en Asie, il voit ces maisons au-dessus de l'eau, il se dit ça fonctionne, c'est instable mais en même temps ça fonctionne. Des maisons qui restent pendant des années et des années. L'idée étonne énormément au départ, et pourquoi pas. Alors on a ces chaînes, 3400 pieux de chêne qui sont enfoncés dans le sol. Imaginez quand même, nous sommes... Ça doit être un sacré bazar tous les jours. Imaginez le bruit dans le 8e arrondissement. Jour et nuit. Oui, jour et nuit pendant 3 ans. Et c'est 3400 pieux parce que, évidemment, c'est des coups de marteau, c'est des coups de marteau à vapeur, c'est pas les marteaux qu'on imagine encore aujourd'hui. À peu près, ça fait un bruit monstre, non ? Comment ? Ça fait un bruit monstre. Mais c'est énorme. 1 million de coups de marteau à vapeur pendant 3 ans et des habitants qui vendent leur logement, qui ne veulent plus rester dans ce quartier, mais c'est le seul moyen pour arriver à terme et présenter donc ce Grand Palais en 1900. Il est inauguré par le président Émile Loubet. On a 50 millions de visiteurs, alors qu'en France, à l'époque, on est 41 millions. D'accord, donc on vient de partout pour admirer le Grand Palais. En Europe, avec ces 2 créations. Et, il avait un petit nom ? Alors oui, effectivement, rapidement, parce que vous imaginez qu'on termine ce Grand Palais assez rapidement. On pense à tout, on pense à la forme, on pense pas au fond, parce qu'il fait froid. Ah d'accord, je me demandais qu'est-ce qu'on va faire dedans. Et oui, qu'est-ce qu'on fait dans beaucoup de créations. Au départ, c'est assez évident. D'ailleurs, vous voyez, aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. Il fait extrêmement froid. D'ailleurs, pour la 3e année du Salon international de l'automobile, les visiteurs ne veulent pas venir. On leur dit qu'il fait moins 10 degrés. C'est en hiver, le Salon de l'automobile. Et quand même, parce que, d'ailleurs, il y a un avant et un après, parce que on parle du Grand Palais un peu partout dans la presse internationale, parce qu'il fait froid, les gens veulent quand même y venir par curiosité. Ah oui, ça devient une attraction. Ça s'appelle la Petite Sibérie. Oui, la Petite Sibérie, c'est son surnom, parce qu'il fait extrêmement froid. Et d'ailleurs, il y a un avant-après, les visiteurs viennent par curiosité pour ressentir ce froid, et grâce à ça, le salon international devient célèbre dans le monde entier, et encore aujourd'hui. Incroyable. Il y a un président qui d'ailleurs s'est un peu rebellé contre cette matrice en 1905. Oui, encore il vient y mettre son grain de sel. Ah lui aussi, il revient en fait. Si vous voulez, lui, la presse est pas indépendante à l'époque, et les intellectuels critiquent énormément les nouvelles créations. On n'est pas pour les nouveautés artistiques, et donc il y a une salle 7 qui est inaugurée, le salon de l'automne, qui voit le jour depuis 2 ans, qui est aujourd'hui un incontournable. Et en fait, les critiques sont très virulent vis-à-vis de ces nouveaux artistes. On a du Henri Matisse, on a du Maurice de Vlaminck. Ah, donc c'est pas contre le bâtiment lui-même, c'est contre ce qui se passe à l'intérieur. Une très grande salle où on a de nouvelles créations. Pourquoi pas mettre en avant des formes un peu originales, mais en même temps qui mettent surtout l'accent sur la lumière et sur ces formes
toutes simples, mais qui veulent aller vers de l'expressionnisme. C'est ça en fait. Ce sont les. Ça plaît pas. Ça plaît pas, non, pas du tout. Et Émile Loubet, jusqu'au dernier moment, refuse donc cette inauguration. D'ailleurs, on surnomme cette salle la cage aux fauves. On surnomme la cage aux folles. Ah, il y a un peu de ça. La cage aux fauves, les fauvistes, on les surnomme, ces artistes. Ça a donné le fauvisme. Exactement, 1905, la création du fauvisme. Donc les critiques sont dures quand même. Brosse en délire, mélange de cire à bouteille, de plumes, de perroquets. Alors vous allez me dire, c'est mignon ça aujourd'hui, mais à l'époque, imaginez quand même, personne ne veut venir. D'ailleurs, les premières semaines, ça ne fonctionne pas du tout. On n'a même pas 3000 personnes qui se rendent pour cette exposition. Et parce que justement, on a ces artistes très célèbres, quand même, Georges Braque, qui est aussi à l'origine du cubisme, lui fait sa propre publicité auprès de ses amis et il y a du bouche à oreille et ça cartonne. Voilà, comme ça, comment un mouvement artistique peut donner lieu à ce grand palais et de devenir aussi célèbre. En 1920, il y a la visite d'un homme, c'est pas n'importe qui, quand même, en pleine permission, Charles de Gaulle. Ben oui, parce que vous savez, les musées encore aujourd'hui sont propices à ces rencontres. Et lui, il ne connaît pas le Grand Palais, il ne connaît pas vraiment Paris, il est plutôt dans le nord de la France. Et je dis pourquoi pas visiter ce salon d'automne qui fait tant parler chaque année. Et oui, devant une création, devant une œuvre d'art, il rencontre Madame Yvonne, la future Yvonne de Gaulle. Et ils restent ensemble jusqu'à la fin du jour. Voilà, devant cette création. C'est la femme en bleu au collier rouge. Au collier rouge, effectivement. Alors on ne sait pas si elle était habillée en bleu, Madame de Gaulle. En tout cas, c'est devant cette peinture qu'ils se rencontrent et qu'ils restent jusqu'à la fin de leur jour. Oui. C'est beau. Ouais, c'est magnifique. C'est comme ça les rencontres au Grand Palais. Oui. Et le Grand Palais a toujours été un peu en avance sur son temps. On le voit à travers toutes les époques, c'est vrai, en 1925 Oui, aussi. Il y a cette exposition internationale des arts décoratifs qui illumine partout la capitale. Vous savez qu'il y a cette fameuse tour Eiffel avec Citroën qui fait sa publicité avec ses lettres verticales. À la verticale. Voilà, jusqu'en 1934. Et donc, le Grand Palais, oui, aussi, on a beaucoup de créations d'écoles françaises artistiques, 600, qui présentent leurs œuvres. Elles sont sublimes, ces œuvres. On vient les voir, mais elles sont fragiles. Alors, le préfet de police de Paris dit, devant cette fragilité, on arrête de fumer dans le Grand Palais. On arrête de fumer dans le Grand Palais. C'est le premier lieu ouvert au public qui interdit la cigarette. Et d'ailleurs, on se dit, l'année d'après, ça a fonctionné en 1925. On remet ça ? On remet ça, et encore aujourd'hui, et l'interdiction n'entrera en vigueur qu'en 2007, quand même. Imaginez, pionnier surtout. Pionnier de l'interdiction de la cigarette. Le Grand Palais, ça a aussi été un lieu, finalement, qui a été réquisitionné par l'art, mais ce n'est pas qu'un lieu qui accueille de l'art. Oui, comme la plupart des grandes constructions, des grands monuments pour la Première Guerre mondiale, effectivement, on accueille les blessés de guerre, les blessés de guerre coloniaux, notamment en 1914, effectivement, et on a déjà deux grandes salles dans ce Grand Palais, 1000 lits qui vont être installés, des salles de rééducation, et déjà, imaginez à l'époque, c'est que, vous savez, on a un suivi médical extrêmement important pour ces blessés, parce qu'ils doivent retourner sur le front. Le petit problème, c'est que ces radios sont en noir et blanc. Alors, on fait appel à un aquarelliste qui va mettre un peu de couleur pour redonner, pour faire ressortir ces cicatrisations. Incroyable. Et grâce au Grand Palais, grâce à ces organisateurs, on a ce suivi médical jusque dans les années 50, qui a progressé effectivement grâce à ces photographies en noir et blanc. Extraordinaire cette histoire de l'aquarelle pour venir illuminer et rendre visible à chaque époque son histoire, les radios. Merci beaucoup Brandon Moirette pour cette chronique incroyable sur le Grand Palais. On vous retrouve bien sûr lundi prochain sans faute. Moi je vous dis à demain, même lieu, même heure, toujours sur le Figaro TV. Bienvenue en Ile-de-France. À demain. C'est mieux quand